Tout d'abord, trop de livres qui parlent de la Première Guerre mondiale commencent dans ce bel été 1914, quand les vacances allaient commencer, et tout d'un coup, il y a eu un assassinat quelque part dans le Balkan, et voilà, la guerre a éclaté. Une grande surprise, personne ne s'y attendait. Et on commence l'histoire. Alors, l'été, août 1914, on part pour la guerre. On ne peut pas commencer par expliquer la guerre en commençant en juin 1914. Il faut savoir, il faut se rendre compte de ce qui s'est passé auparavant. C'est d'ailleurs pas vrai que c'est une surprise. Ce n'est pas vrai du tout. L'idée que la guerre n'était pas voulue était une grande surprise. La guerre a éclaté à la surprise et l'horreur de tout le monde. Certainement le chef à Paris, à Londres, à Berlin, etc. C'est pas vrai du tout. Pourtant, c'est la thèse d'un livre à succès qui a été édité, je crois, en 2014. Les somnambules. Les somnambules, comme s'ils se sont en fait entrés en guerre comme des somnambules. C'est pas vrai du tout. Ma thèse centrale, dans un sens, c'est que cette guerre-là était voulue. C'était pas une surprise, c'était bien préparé. On a en fait la provoqué. Et quand la guerre a éclaté, vous savez tous, vous avez tous vu ces images-là, de la grande joie dans les rues à Paris. Tout le monde est si content que finalement c'est la guerre, c'est une guerre qu'on attendait depuis longtemps. Voilà, finalement. C'était une sorte de comment on dit en français, relief, une sorte de soulagement, qu'il y avait finalement cette guerre dont on rêvait déjà depuis longtemps. Mais attention, c'est pas si simple que ça, parce que nous savons maintenant que cet enthousiasme-là n'était pas partagé par tout le monde. Les images qu'on a prises à ce moment-là, c'est sur les Champs-Élysées, à Paris, et Unter den Linden à Berlin. C'est un public très bourgeois qui salue les soldats, qui en fait salue l'arrivée, la guerre, qui était content. Il faut regarder, il faut étudier, expliquer la Première Guerre mondiale dans la longue durée, comme disait Fernand Braudel. J'ai choisi de commencer avec la Révolution française. J'ai parlé un peu des révolutions du 19e siècle et de la guerre, même en finissant par la guerre de 14-18. Et ce qui est important dans cet aperçu de l'histoire du 19e siècle, dans un sens le siècle qui a produit, qui était le père de la Grande Guerre, et un siècle qui était en même temps le fils de la Révolution française, n'est-ce pas? Alors il faut connaître la mère, la Révolution française, afin de connaître l'enfant, le 19e siècle, qui est devenu le père de la Grande Guerre. La Grande Guerre est impensable. On ne peut même pas commencer à expliquer sans connaître un peu l'histoire du 19e siècle. Et je parle de la Révolution française et de la Grande Guerre qui a produit la Grande Révolution russe dont Émeric a parlé. C'est très important. Révolution et guerre. La dialectique entre guerre et révolution. La dialectique, la relation entre guerre et révolution. Et l'idée centrale, c'est les progrès de ce qu'on appelle la démocratie dans le contexte de ce conflit, de cette dialectique entre guerre et révolution. Laissez-moi vous expliquer assez simplement. Tout le monde sait que la Révolution française a produit des guerres européennes, n'est-ce pas? Alors, la Révolution française a produit des guerres. On pourrait même dire de grandes guerres. Les guerres napoléoniennes, les guerres de la Révolution. Ça a duré en fait pendant des dizaines d'années. C'est terminé chez nous en Belgique, à Waterloo. Hein? Mais ce n'est vraiment pas terminé, n'est-ce pas? Par après, il y a d'autres révolutions qui ont été suivies par des guerres. En 1948, par exemple, l'année folle, comme on disait en Allemagne, la Stollejahr. En italien, on dit fare un 48, faire en 48, c'est-à-dire faire la révolution. C'est révolution plurielle. Moi, en France, autre part, mais surtout à Budapest, à Varsovie, à Vienne, ont été suivis par des guerres, où les Russes sont arrivés en Pologne et en Hongrie, et c'était des guerres aussi. Et un peu plus tard, c'était une guerre qui a été suivie par une révolution. La guerre franco-prussienne qui a produit la Commune, n'est-ce pas? Encore une fois, guerre, révolution. Et un peu plus tard, c'était la guerre entre la Russie et le Japon, suivie par la première révolution en Russie de 1905, n'est-ce pas? Et est-ce une coïncidence
que la grande guerre de 14-18 a produit la grande révolution. Alors voilà quelque chose de très très important. La grande révolution française a produit de grandes guerres. Et 100 ans plus tard, la grande guerre a produit la grande révolution. C'est ça ce que j'essaie d'expliquer dans la première partie de mon livre. Alors c'est ça ce qui est important. Alors pourquoi, il faut se demander, pourquoi la Révolution française a produit des guerres? Et quand on commence à penser à cela et à comprendre, on peut commencer à comprendre pourquoi la guerre a produit la révolution. La grande guerre a produit la grande révolution. C'est le même genre de problème. Eh bien, la Révolution française était même un phénomène social, n'est-ce pas? C'est une révolution sociale. Politique, bien sûr, aussi, mais sociale. Et économique aussi. Et de la Première Guerre mondiale, on dit, non, ce n'était pas un problème social du tout, c'était seulement le nationalisme, un conflit traditionnel entre pays, etc. Mais la Révolution française a commencé comme une révolution sociale en France, en fait à Paris même, mais qui est devenue une guerre internationale entre différents pays. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la raison principale, en fait, était que, autre part, dans d'autres pays, des voisins de la France, même des pays ennemis comme la Grande-Bretagne, un pays contre lequel la France a toujours fait des guerres, la guerre de 7 ans, la guerre d'indépendance des États-Unis, etc. Je peux encore voir aujourd'hui, du côté de mon hôtel, le tombeau de Lafayette, sur le cimetière de Picpus. Voilà, quelque chose que c'est pas tellement important, mais c'était bien de voir ces choses-là. Alors, c'était dans ces pays, même ces pays ennemis de la France, on trouvait la révolution quelque chose d'horrible. Parce que renverser la monarchie, même éliminer le roi, même si ce roi était notre ennemi, tout de même un collègue, n'est-ce pas? Un ami sur le plan social, un ennemi sur le plan national. Moi, je parle de ces idées que la Première Guerre mondiale avait une dimension horizontale et une dimension verticale. C'était vertical dans ce sens que notre pays se bat contre votre pays. Nous, les Français, contre vous, les Allemands. Hein. Mais en même temps, c'est aussi un conflit social. De classes au sein du pays même. Les classes supérieures, représentées par les officiers et les généraux, par exemple. Et les classes inférieures, là-bas, dans leurs tranchées, n'est-ce pas? Des paysans surtout, et des ouvriers aussi. Cette idée qu'on puisse faire une révolution était impensable dans la tête des rois, dans toute l'Europe. Même s'ils détestaient votre Louis, c'est toujours qu'ils ne devaient pas permettre cela. Alors ils ont dû faire la guerre contre la France, afin en fait, d'en finir avec cette expérience-là, afin d'éviter donc cette révolution, de réprimer cette révolution. Et en fin de compte, ils ont réussi, ils ont restauré la monarchie de France, n'est-ce pas? La restauration après Waterloo. Alors c'est pour ça que, de cette façon, que un conflit social a produit un conflit international. Une révolution sociale a produit un conflit international entre pays. Eh bien, quand on parle maintenant de la Première Guerre mondiale, c'était un conflit international, mais qui avait tout de même aussi une dimension sociale, de laquelle je parle beaucoup dans mon livre. Moi, je parle de la Première Guerre mondiale comme la grande guerre des classes. Ce n'est pas seulement la grande guerre des nations, la grande guerre entre la France, la Grande-Bretagne, la Belgique d'un côté et l'Allemagne de l'autre côté. Non, il y avait des conflits au sein de chaque pays. J'ai trouvé l'inspiration pour mon livre, pour cette dimension de mon livre, dans un très beau film que je vous conseille d'aller voir un jour. Le film de Stanley Kubrick, qui est de même assez connu, n'est-ce pas? Le chemin de la gloire, je pense qu'il s'appelle Les Sentiers de la gloire. Les Sentiers de la gloire. Alors, un très beau film. Et dans ce film-là, ce qui m'a frappé, même quand je l'ai vu, j'étais très jeune encore, au moins 20 ans, il y a au moins 20 ans, c'est qu'il y a dans ce film-là, c'est un film de guerre. Et il y a des bons et méchants, comme on s'attend dans un film de guerre. Et c'est dans le film, du côté des Français, dans la Première Guerre mondiale. Alors, voilà, le bon et le méchant, on commence à regarder. Et il y a des Français. Il n'y a jamais un seul Allemand dans le film. Jamais un seul. Même pas un. Mais il y a
des ennemis, il y a une hostilité, il y a un conflit dans le film entre les officiers, les généraux, et les soldats, les poilus en bas. Une guerre, vraiment une guerre sans pitié. Ça, dans le film, tout ça, c'est clair. Alors c'est de ça que je parle dans mon livre. C'est l'aspect social de la guerre. Et quel était donc, pourquoi donc, encore une fois pour revenir à cette dialectique entre guerre et révolution. Donc la Révolution française a provoqué, pour ainsi dire, a produit des guerres, justement parce que c'était une révolution sociale qui était inadmissible, impardonnable du point de vue d'autres les classes dirigeantes dans l'autre pays. Dans le temps, bien sûr, les monarques, l'aristocratie, la noblesse, etc. Est-ce qu'on peut dire la même chose de la Première Guerre mondiale? Pas la même chose, bien sûr, mais quelque chose de très similaire. Ce n'est pas vrai du tout. Un autre grand mensonge de la plupart contenu ou glissé dans la plupart des livres sur la Première Guerre mondiale, c'est que ce qu'on nous a raconté dans le temps le président Wilson, dont tout le monde sait que c'est aussi brave, presque aussi brave qu'Obama aujourd'hui. Moi, je ne croyais pas, mais bon, vous savez ce que je veux dire, je suis un peu cynique. Alors, Wilson a parlé, la Première Guerre mondiale, c'était la guerre pour la démocratie. Oui, il a dit ça. Il a dit, il doit être vrai. Mais non, c'est pas vrai. Pas vrai du tout. Pourquoi l'Amérique est entrée en guerre en 1917? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous croyez que c'était pour sauver la démocratie? Ils avaient pu venir sauver la démocratie en 1914, n'est-ce pas? En fait, on peut poser la même question, et je la pose dans mon livre « Le mythe de la bonne guerre ». Pourquoi les Américains ont attendu jusqu'en 1941 afin de déclarer la guerre à l'Allemagne, hein? Pourquoi ne sont-ils pas venus sauver la France, hein? Pourquoi ils n'ont pas eu Lafayette, nous voilà, hein, en 1939, hein? Non, pas du tout. Hein? C'était pas intéressé. C'était pas intéressé du tout. Alors, il y avait d'autres raisons. Les raisons étaient économiques. Je parle de la dimension économique de la guerre. Dans le contexte de ce phénomène dont on n'est pas supposé de parler. Parce qu'officiellement, il n'existe pas. Ça s'appelle l'impérialisme. L'impérialisme, il ne faut pas parler de cela dans la plupart des médias, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a des relations internationales, mais l'impérialisme, ça veut dire que quelques pays sont impérialistes. Oui, mais vous êtes marxiste, monsieur. Vous êtes communiste, vous êtes rouge. Il ne faut pas en parler. Mais c'est un fait que l'impérialisme, ça existait. Il y avait des pays impérialistes à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc, Wilson disait, c'est la guerre pour la démocratie. Ah bon? D'ailleurs, la démocratie, quels étaient les pays vraiment démocratiques en 1914? Quels étaient? Parlons d'un seul critère, par exemple, le suffrage universel, le droit de vote universel. Où est-ce qu'il existait? Du côté des démocraties. Il existait en France, ça c'est vrai, bravo. C'est vrai que la France est le pays le plus démocratique en Europe à ce moment. Pardon? Il n'y avait pas les femmes. Les femmes. Bon, non, mais on ne parle pas de femmes. Pas encore important. Non, ça c'est certain. Mais je veux dire, le suffrage universel, même pour les hommes, n'existait pas encore. En Belgique, par exemple, n'existait pas encore. En Grande-Bretagne, il n'existait pas encore. Il n'existait pas. Alors l'idée qu'on allait se battre pour la démocratie, mais quelle démocratie? D'autre côté, il n'y avait pas la démocratie, ou très peu. Très peu. D'ailleurs, pourquoi est-ce que les élites européennes, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Autriche, Hongrie, en Russie, voulaient tellement la guerre? Parce qu'ils détestaient la démocratie. Ils détestaient la démocratie, ils espéraient que par le biais d'une guerre, ils pouvaient arrêter un processus qui poussait vers la démocratie. La démocratisation, qui avait commencé quand? Avec la Révolution française. Ah oui, parce qu'avant la Révolution française, on ne parlait pas de démocratie. Mais non, le roi était le roi, tout le monde se taisait. L'État c'est moi, Louis XIV, n'est-ce pas? Et personne ne pensait l'idée que le menu peuple, que toi et moi, que nous, aurions quelque chose à dire. Mon Dieu, c'est impensable.
le roi, et c'est quelques habits aristocratiques, bien sûr. Et peut-être quelques grands bourgeois, pour aider un peu, qui est un peu spécialiste, un expert dans un domaine, un Colbert, par exemple, mais qui ont, bien sûr, on a fait aussi, on a donné un titre aristocratique par après. Mais la Révolution française, c'est en fait l'idée que le gouvernement n'est pas là pour plaire au roi, que nous ne sommes pas là pour plaire au roi. Nous ne sommes pas des sujets d'un roi, mais le gouvernement est là pour nous. Nous sommes des citoyens, comme on disait en français. Aujourd'hui encore au Canada, qui est une monarchie, vous ne le savez peut-être pas. Alors on utilise cette expression-là, nous sommes des sujets de la reine. Personnellement, je trouve que c'est une expression médiévale. Moi, je ne veux pas être le sujet le sujet d'une reine, même pas de Hillary Clinton, ou même de Trump. J'aimerais être un citoyen. Je trouve que c'est une idée démocratique, n'est-ce pas? Et je suppose que la plupart d'entre nous sommes des démocrates. Peut-être non, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas dans la démocratie. Ça, c'est certain. Et par exemple, les élites ne croyaient pas. C'est clair que le roi Louis XVI, un bon garçon, ce que je sais, du point de vue personnel, mais il détestait l'idée de partager le pouvoir avec le menu peuple. Impensable. Imaginez-vous, impensable. C'est la fin du monde. C'est la fin de notre civilisation. Ça ne va pas. Ils sont trop bêtes et cruels. Pas du tout. Alors, ils n'aiment pas la démocratie. Aujourd'hui, on nous fait croire, dans nos médias, que tout le monde, tous nos grands chefs sont tous des démocrates. Ils adorent la démocratie. La reine, non, oui, elle adore le roi Albert en Belgique. Ils sont si démocratiques. Mais c'est pas vrai du tout. Ils se sont battus contre la démocratie. Les rois préféraient l'ancien système. Le système où ils avaient tout le pouvoir. L'État, c'est moi, Louis XIV. Ça, c'était l'idéal. Et même de voir partager un tout petit peu déjà. Une monarchie constitutionnelle, parlementaire, oh, c'est déjà trop. C'est à cause de cela, sa résistance contre ce système-là, qui est en fait la solution au début de la Révolution, qu'on a dû exécuter Louis XVI, n'est-ce pas? Mais d'autres rois ont compris que mieux la moitié de la tarte que rien du tout. Et en Belgique, en le pays scandinave, les monarques ont pu survivre. C'est toujours une belle vie d'être monarque, de vivre dans un château, de couper des rubans comme ça, et de boire du champagne. Moi, j'aimerais être monarque. Dans ma prochaine vie, peut-être, mais pas autant dans la Révolution française. Alors et l'aristocratie et l'Église, tous ces représentants de l'Ancien Régime, est-ce qu'ils étaient heureux? Est-ce qu'ils étaient préparés à partager le pouvoir avec le menu peuple? Avec vous? Pas du tout, pas du tout. Alors, heureusement, les Anglais sont venus, et les Prussiens et les Autrichiens, et en 1815, c'est terminé. Je ne vais pas vous parler de Napoléon et de son rôle dans tout cela, parce qu'autrement, je ne parlerai jamais de la Première Guerre mondiale. Mais ce sera dans un autre livre, n'est-ce pas, Emery? C'est celui sur la Révolution française. Alors, heureusement, donc, on a pu remettre l'horloge à l'heure de l'Ancien Régime. Mais ça ne marchait pas très bien, parce que la boîte de Pandora avait été ouverte. Maintenant, il y avait des gens un peu partout qui disaient, oui, c'est une bonne idée, il faut la démocratie, de plus en plus. Et sans vous donner les détails, vous savez que le mouvement révolutionnaire pour démocratiser, pour pousser la démocratisation en avant, au lieu de l'arrêter et faire reculer, tout cela a continué. Il y a eu de nouvelles révolutions en 1830, 1848. Quelque chose de très important s'est passé en 48 et en 71, comme on dit en Belgique, en 71. Deux révolutions, 48 et 61. Jusqu'en 48, une des classes révolutionnaires était la bourgeoisie. Enfin, après tout, la Révolution française, la grande, de 1789, c'était la monarchie, l'aristocratie et l'Église contre tous les autres. La bourgeoisie, les sans-culottes et le peuple en général, les paysans, etc. Mais en 48, le prolétariat, pour ainsi dire, le menu peuple, s'est montré un peu plus agressif qu'auparavant. Et ne s'est pas laissé manipuler comme auparavant par la bourgeoisie, triomphante dans la Révolution. Cela fait peur à la bourgeoisie. Ah oui. Alors la bourgeoisie s'est dit, on a déjà tout de même obtenu quelques avantages, peut-être c'est mieux de le laisser comme ça, d'arrêter maintenant. Parce que ce mouvement révolutionnaire, ça devient dangereux.
Et surtout, cette idée, après la Commune de Paris, à ce moment-là, la bourgeoisie est devenue une classe contre-révolutionnaire, au lieu d'être de la classe révolutionnaire qu'elle avait été auparavant. Et après 1948 et après 1971, on a eu un grand changement de front, pour ainsi dire, au sein de ce conflit, cette guerre de classe qui avait commencé avec, dans sa version moderne, avec la Révolution française, et qui est toujours continuée, avec quelques éruptions de temps en temps, parce que, à ce moment-là, la bourgeoisie a rejoint l'aristocratie et l'Église dans le camp contre-révolutionnaire. Et dans le camp révolutionnaire, on a retrouvé seulement donc le prolétariat, si vous voulez. Et non seulement ça, mais à ce moment-là, le prolétariat a commencé à devenir socialiste, parce qu'entre-temps, il y avait eu Marx. Ils avaient adopté une idéologie, un programme. Ils voulaient, en fait, ils ont cru que la seule façon d'obtenir la vraie démocratie, c'est par le biais d'une révolution. Parce que quand on y pense, aujourd'hui, nous pensons avoir, nous croyons avoir la démocratie. Et beaucoup de gens, pas assez de gens se demandent jamais comment est-ce que la démocratie est descendue sur Terre. Est-ce qu'on a prié et un jour, c'était là. Hein? On dit, ben, ouais, c'est pas clair, mais parlons d'autre chose, d'une autre guerre. Mais en fait, c'est le fait que les grandes avances démocratisantes, ont été le produit d'une révolution. Par exemple, l'idée d'une... Je vous donne un exemple. La Révolution française de 1789 et les années suivantes a introduit des idées fort radicales dans ce temps-là. Et un des plus grands pas vers la démocratie, on retrouve dans ces années-là. Quand vous pensez à la démocratisation, à l'histoire de la démocratie, quel a été un des plus grands triomphes, quand on y pense? Moi, je dirais, je vous suggère la réponse à la question, c'est plus vite comme ça, c'est plus rapide. C'est l'abolition de l'esclavage. Personne ne peut nier que ça, c'est tout de même un moment dramatique, un pas gigantesque vers la démocratie. Parce qu'auparavant, l'esclavage existait. Est-ce que c'est démocratique? Ben non. Personne ne peut dire ça. Ben, sauf qu'encore une fois, il y a toujours quelque chose qui... Peut-être Trump, je ne sais pas. Mais alors, l'esclavage, ce n'était pas démocratique du tout, n'est-ce pas? Alors, moi je pose la question à mes amis canadiens, et belges, et français même. Quel était le premier pays à abolir l'esclavage? Je sais déjà quel est l'un des derniers, le pays de la liberté, les États-Unis. Oui. Ah ouais, c'est drôle, n'est-ce pas? Parlons pas de ça. Mais quel était le premier pays? La plupart des gens vont dire, c'était la Grande-Bretagne en 1700, quelques années avant la Révolution française. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai du tout. Mais pourquoi ils disent ça? Ils disent ça parce que en Grande-Bretagne, on a aboli, dans ces années-là, le commerce d'esclaves. Ah, le commerce d'esclaves. Mais l'esclavage existait toujours. Oui. Pourquoi abolir le commerce d'esclaves et garder l'esclavage? Ah, bon, pour moi, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Oui, on comprend. On l'a fait parce que le commerce d'esclaves, gagnait beaucoup de fric, beaucoup d'argent. Tout le monde, des villes comme Nantes et Bordeaux et Amsterdam, sont devenues des villes, belles villes, tout du temps, la traite négrière, comme on disait en français, oui. Alors, on gagnait beaucoup de fric. Hein. Mais les Anglais, au XVIIIe siècle, avaient un petit problème. Parce qu'on se faisait la concurrence, il y avait 3 pays qui gagnaient beaucoup de fric, qui se faisaient la concurrence dans le commerce des esclaves. La France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Et au XVIIIe siècle, qui était en train de gagner? Les Français. Oui, bravo, pour une fois les Français. Bravo. Oui, ils étaient les meilleurs. C'est à cause de ça, Nantes, Bordeaux, de belles villes. Hein. C'est pas une coïncidence que c'est de là-bas que venaient, au temps de la Révolution, les Girondins, les représentants de la haute bourgeoisie. Hein. C'est à cause de ça. Hein. Les Français étaient les meilleurs, surtout qu'ils avaient des bastions de l'esclavage, comme le Saint-Domingue, par exemple.
Et les Britanniques se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus faire la concurrence aux Français. Alors, comment faire? Eh bien, entre-temps, la Grande-Bretagne s'est emparée de l'Inde. Des milliards de gens qui voudront travailler pour nous, pour des sous. On n'a pas vraiment besoin d'esclaves. Mais en déclarant le commerce des esclaves hors la loi, et la Royal Navy va intercepter tous les navires qui transportent l'esclave. On élimine le problème. On tue donc en fait le commerce français des esclaves. Mais ils n'ont pas aboli l'esclavage. L'esclavage est resté dans toutes leurs colonies. Ils n'avaient fait rien contre. Alors est-ce que c'est une victoire pour la démocratie? Non, c'est une victoire pour le commerce, pour le business. Alors ne dites pas que c'est d'un grand mérite. Mais le premier pays qui a aboli l'esclavage, c'était la France révolutionnaire. Sous qui? Robespierre. Ce monstre-là. Excusez-moi, c'est lui ce qu'il a fait. Ah oui, mais aujourd'hui, Robespierre, comme Staline. Mais pas de statue ici à Paris, hein, de Robespierre, pas de rue, rien. Totalitaire. Oh, oui, totalitaire. Mais par après, on s'est débarrassé de Robespierre. Et on a réintroduit l'esclavage en France. Ah, qui a fait ça? Napoléon. Et des statues partout, des boulevards, Napoléon en grand. Excusez-moi, je ne comprends pas. Si nous croyons vraiment à la démocratie, pourquoi glorifier un Bonaparte et démoniser un Robespierre? D'ailleurs, un autre grand pas vers la démocratie, c'est le suffrage universel. Qui en a parlé pour la première fois? Robespierre. Qui a plus d'élections du tout? Bonaparte. Alors, il y a quelque chose qui ne cloche pas ici. Hein? Pourquoi faire semblant que nous sommes tous des démocrates quand nous en fait, nous ne parlons même pas. Nous, on ne parle jamais. Moi, j'ai étudié l'histoire en tant qu'enfant, déjà on parle de toutes sortes de batailles, et de rois, et des généraux, et des héros, mais on ne parle jamais de ce fait très important, l'abolition de l'esclavage. On dit, ouais, le brave Lincoln, bien sûr, lui a aboli aux États-Unis, mais expliquer encore une fois, ils n'ont jamais expliqué pourquoi on a dû attendre si tard. Et le fait qu'il a fait seulement afin de gagner la guerre, parce que lui, en fait, ne voulait pas abolir l'esclavage. Il l'a fait pour vaincre les États du Sud. Alors voilà, je vous dis maintenant que je essaye de vous expliquer comment donc les grands pas vers la démocratie se sont réalisés au moment de révolution. Napoléon a aboli le suffrage universel dont Robespierre avait parlé et guère eu le temps de le faire. Il a réintroduit l'esclavage. Mais par après, en France, le suffrage universel a été réintroduit et l'esclavage a été aboli finalement quand? La révolution de 48. Ah oui, la révolution de 48. Voilà. Alors, les grands pas vers la révolution, vers la démocratie, chaque fois la révolution. Révolution a fait avancer la démocratie. Et les guerres napoléoniennes ont arrêté la révolution française. Et les interventions armées russes en Pologne et en Hongrie en 1948 ont fait arrêter le mouvement révolutionnaire avec ses idées démocratiques. Et alors, vous comprenez maintenant le lien entre les deux-là. Alors bon, c'est maintenant le début du 19e siècle, du 20e siècle, fin du 19e siècle. Et la démocratisation continue. Il y a maintenant des gens qui parlent ouvertement, encore une fois, d'une révolution, une grande révolution, afin de vraiment introduire la démocratie, pas seulement politique, sociale, le tout. On les appelle socialistes. Ils sont inspirés par Marx. Et il dit, il faut la révolution. C'est ce que dit Marx. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a des marxistes ici. Bah, je n'ose pas poser la question, mais je veux dire, Marx il dit que la seule façon de transformer la société et d'établir la démocratie, c'est la révolution, monsieur. Et tous les partis socialistes, qui sont devenus très grands et très populaires en ce moment-là, en Belgique, en France, en Allemagne, le plus grand parti socialiste en Europe et au monde, c'était le parti social-démocrate en Allemagne. Toujours là. Mais il n'est plus socialiste aujourd'hui. Mais je veux dire, il était là. Et ils parlaient de révolution. Ils avaient dans leur programme la révolution, monsieur.
de se débarrasser de l'empereur et de Bismarck et de tous ces gens-là, mais aussi renverser le capitalisme. Alors on comprend que cette symbiose, comme on dit, de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie, représentant donc la richesse traditionnelle, agricole et grand terrien d'un côté, et la richesse industrielle et financière de l'autre côté, ont une grande peur, parce que ce seraient eux les victimes de la prochaine grande révolution que les socialistes sont en train de préparer. Alors comment faire pour empêcher ça? Comment est-ce qu'on a empêché que la grande révolution française ait produit les résultats que les révolutionnaires en attendaient? Par la guerre. Ah oui, monsieur. La guerre. La guerre, c'est l'antithèse. La révolution produit des avantages, des avances démocratiques. Pas la démocratie. Non, non, non. C'est pas utopique. C'est pas comme si la révolution, tout d'un coup, maintenant, nous sommes dans le nirvana. Non, non, non. Mais des avances, des avances. Mais la guerre arrête la démocratie. Et permet de reculer un peu la démocratie. C'est ça l'idée clé. C'est pour ça que les élites aristocratiques, bourgeoises, voulaient la guerre. Parce qu'ils avaient peur qu'il y avait en Europe, à la veille de la Première Guerre mondiale, une sorte de course entre révolution et guerre. Lequel va gagner? Si la révolution gagne, c'est la fin de notre monde. C'est la fin de la civilisation. C'est la fin de la monarchie, de l'aristocratie, de la bourgeoisie. Oh, c'est impensable. Il faut absolument empêcher ça. Si la guerre gagne, c'est la fin de la révolution. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Lequel de deux vous voulez, monsieur? Ah, voilà. Au sein des élites européennes, en Allemagne, à Vienne, à Saint-Pétersbourg, à Paris aussi. Parce que, bien sûr, les régimes étaient un peu différents. En France, c'était un régime surtout bourgeois, mais tout de même avec une grande influence dans l'ancienne aristocratie, surtout dans l'armée, n'est-ce pas? Les généraux étaient souvent encore très conservateurs, cléricaux, etc., n'est-ce pas? Ah voilà, certainement. Hein? Et dans d'autres pays, alors la France est un système surtout bourgeois, grand bourgeois, et avec l'appui, soutenu par l'aristocratie. En Grande-Bretagne, c'est un système plutôt aristocratique avec un grand input de la bourgeoisie. En Allemagne, c'était surtout l'aristocratie, mais aussi avec un grand rôle pour la bourgeoisie, les groupes et les banques, etc. Et en Russie, c'était un système presque 100% aristocratique, hein, de l'ancien régime, n'est-ce pas? Alors tous ces gens-là, tous peur de la révolution. Ils ont un seul ennemi en commun, la révolution. Ils ont compris que pour empêcher la révolution, pour empêcher cette grande catastrophe, il faut une grande solution. Il faut une guerre. Il faut une grande guerre. Et moi, je n'étais pas là pour leur expliquer tout ça. Mais on a étudié un peu l'histoire. Et où ils ont trouvé des bouquins où c'était, voilà, c'était clair, c'était clair. C'est là, ouais, c'est un grand philosophe qui nous dit que la guerre, formidable. Qui nous dit que déjà, chez les Romains et les Grecs, c'est une élite qui doit avoir le pouvoir en main. Et les métèques et les esclaves, bon, commencez pas à leur donner un mot à dire, commencez pas avec ça, c'est la fin du monde. Quel est ce grand philosophe du Torah? Nietzsche, montre-moi le livre, s'il te plaît, Dominique, le livre de Le Sourdo. Nietzsche, c'est le grand prophète, c'était le grand antidémocrate, et le grand prophète de l'idée que c'est par le biais d'une guerre qu'on peut annuler, en fait, arrêter le processus de... Un petit livre que je vous conseille aussi. Après avoir lu le mien, et seulement après, je vous conseille de lire. Il trépignait pour aller au front, pour aller casser, casser les communards, Nietzsche. Il y avait beaucoup d'intellectuels vers la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle qui disaient la guerre est inévitable, la guerre est nécessaire, et pour empêcher la révolution, bien sûr. D'ailleurs, pourquoi avons-nous des problèmes sociaux? Bah, il y avait différentes explications pour cela. Il y avait par exemple Marx qui disait c'est le problème, le système c'est le problème. Alors il faut renverser le système. Il faut renverser le capitalisme. Et l'ancien régime, bien sûr, etc.
Mais si moi j'appartiens à l'élite, bah, d'abord je ne veux pas lire Marx, mais même si je lis, c'est pas comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de pauvres? Encore à la veille de la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas la prospérité qui est arrivée plus tard. Et là encore une fois, à cause de la Révolution, et à cause de la peur de la Révolution. Après la Première Guerre mondiale et la Grande Révolution, on a commencé à avoir peur de la Révolution, encore une fois, et introduit des réformes. Et après la Deuxième Guerre mondiale, après la victoire de l'Union soviétique et des résistants dans chaque pays, qui avait un programme de changement, alors là, on a commencé, par peur d'une grande révolution, à créer l'État social, l'État bien-être. Maintenant, on n'a plus peur. Maintenant, terminé. Alors maintenant, terminé sous avantage. On ne se permet plus l'austérité maintenant. Vous comprenez? Alors, c'était vraiment les révolutions ou la peur de la révolution qui ont permis l'éblouissement, l'avènement de la démocratie. Et c'est quelque chose qu'on ne trouverait jamais cela dans nos médias ou même dans la plupart de nos livres. Mais alors, pour en revenir à la Première Guerre mondiale, donc quelle était l'explication que se donnaient les gens, les intellectuels de l'élite? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de pauvres? Pourquoi? Oui, parce que nous sommes riches. Il y a l'industrie qui tourne bien, hein, et on est en train de conquérir le monde. Je ne parlais même pas de l'impérialisme, parce que ça aussi, je me parle dans mon livre, mais je n'ai pas toute la soirée, je devrais terminer bientôt, sans doute, pour qu'on puisse boire un verre de vin. Il y a un débat. Ouais. Et on boit un verre. Alors, un autre exemple, un autre avantage d'une guerre. C'est donc l'explication que se donnaient ces gens-là, c'était que la pauvreté, c'est la faute des pauvres. Ah oui. Ah oui. La pauvreté... C'est ce qu'on entend toujours. Oui, oui. C'est le fait qu'il y a trop de pauvres. Encore maintenant. Il y a trop de pauvres. En fait, il y a trop de peuples. Il y a trop de peuples. Il y a trop de gens au monde. Et on peut pas... Il n'y a pas assez de ressources. Il n'y a pas assez de bouffe, pas assez de vin. Heureusement, en France, il y a toujours assez de vin. Pour tout le monde. Alors, c'est nécessaire, inévitable. Surtout que les pauvres se reproduisent. Incroyable. Beaucoup trop. Alors, les pauvres, ils en sont déjà trop. Ils se reproduisent. Comment arrêter ça? La guerre. La guerre. La guerre, c'est comme la chasse. En automne, il y a trop de cerfs, trop de sangliers. On diminue la quantité pour améliorer la qualité. Alors, mais on a les problèmes avec ce socialiste et tout ça, parce qu'il y en a de trop. Mais si on élimine la moitié, ce sera une meilleure qualité. Ils arrêteront de parler de ces bêtises de la révolution. Ça, ils deviendront malins. Alors, il faut pas nécessairement les tuer, bon, ça aussi, mais en fait, s'ils meurent, voilà. C'est le darwinisme, n'est-ce pas? Le darwinisme dont je parle. Oui, c'est pas le darwinisme, c'est le darwinisme de Spencer, ça. Oui, mais c'est le social-darwinisme oui, pas du tout Darwin. Non, je veux dire le social-darwinisme. Non, c'est vrai que, je ne veux pas le dire, Darwin lui-même. Non, mais c'est l'idée, après Darwin... C'est le contraire des idées Darwin. C'est ça, oui. Mais bon, nous en anglais, on dit le social-darwinisme. Oui, le darwinisme social en français. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Alors, mais il y avait d'autres façons de le faire aussi. En Angleterre, par exemple, il faut, en fait, une façon de résoudre le problème, c'est faire disparaître les pauvres. Et surtout les éléments dangereux. Parce que les classes inférieures, c'est les classes dangereuses, on disait. On faisait déjà au temps de la Révolution française. Parce que les sans-culottes qui ont fait la Révolution, en fin de compte, Bonaparte les a redonné un uniforme, ils sont partis pour Moscou. Ils ne sont jamais revenus. Et Paris, qui était le centre de la Révolution, est devenu une ville bourgeoise, satisfaite et plus révolutionnaire de tout. Aujourd'hui, il faut aller dans les banlieues. N'est-ce pas? Dans un sens. La révolution parisienne, la révolution française, c'était une révolution parisienne. Mais en fait, on a fait disparaître les révolutionnaires. Ils sont devenus des soldats. Ils sont, au lieu de se battre pour les changements sociaux au sein de leur pays, ils sont allés se battre pour la gloire de la France à l'étranger. Ils ne sont pas revenus. Ben, tant mieux, ils ne sont pas revenus. Tant mieux, parce qu'il y en avait de trop. Et au temps du XIXe siècle, le colonialisme est aussi une façon de se débarrasser de ce surplus, de ce trop-plein de gens. C'est-à-dire l'impérialisme social.
dont parlait Lénine dans un de ses livres. En tout cas, on peut se débarrasser comme ça de ces gens-là. En Flandre, où il y avait trop de... À ce moment-là, c'était la révolution agricole, il y avait trop de jeunes hommes pour lesquels il n'y avait plus de travail sur les champs, dans les villages, parce qu'on commençait déjà à mécaniser la production. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces gens? On les a envoyés au Congo pour jouer comme missionnaires. Ils sont partis. Alors dans chaque village, il y avait 20 missionnaires qui sont partis pour le Congo, baptisés les petits noirs. Alors, encore une fois, mais la meilleure façon de se débarrasser de ce surplus démographique qui cause des problèmes, c'est la guerre. Et ça vous explique ce qu'on vous dit toujours quand on parle de la Première Guerre mondiale. Comment est-ce que c'était possible que des généraux comme Foch et comme Haig ont lancé des attaques où ils savaient qu'à la fin du jour, il y aurait 10 000 morts de leurs hommes? Eh bien, c'était aucun problème. Parce qu'en fait, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et quand il n'y en a plus de chez nous, fait venir les Chinois, et les Indiens, et les Sénégalais, et les tirailleurs marocains, etc. Il y en a trop. Alors comme ça, on peut comprendre. En fait, le général Haig était mécontent quand on lui disait qu'à la fin de journée, nous n'avons perdu que 10 000 hommes, par exemple. Et pourtant, il va penser peut-être 15 000, 20 000, mais seulement 10 000, ce n'est pas un bon résultat. De ses propres hommes. Alors, je vous dis tout cela pour vous dire que la Première Guerre mondiale avait une dimension sociale. C'était dans un sens une guerre de classe, au sein de chaque pays. Et c'est quelque chose dont on ne vous parle pas dans la plupart des livres. En fait, il y a quelques livres, je ne dis pas que je suis le seul à en parler comme ça, mais je pense que dans mon livre, j'essaye d'expliquer systématiquement comment tout ça s'est passé et quels étaient les liens avec la histoire antérieure, commençant avec la Révolution française, et comment cela a continué par après. Parce que la Grande Guerre, qui devait arrêter la démocratisation et chasser une fois pour toutes le spectre de la Révolution, ironie de l'histoire, a produit l'inverse. Cette Grande Guerre, en fait, produit la Révolution, la Grande Révolution en Russie, qui a eu succès. Mais non seulement là, on ne vous dira jamais qu'il y a eu des révolutions autre part aussi, ou des situations révolutionnaires, en Angleterre par exemple, en Belgique, en Allemagne, où on a dû envoyer l'armée, où les social-démocrates, grand nombre, ont dû envoyer l'armée pour se débarrasser des spartakistes. Et là, dans ce pays-là, afin d'éviter la révolution, on a fait des concessions démocratisantes. La journée de 8 heures, oui. Le suffrage presque universel, oui. Tout ça, en vitesse. Contre leur gré, bien sûr. Mais ils ont dû le faire. Ils ont dû le faire en vitesse. Pour sauver la situation. Le résultat était encore plus démocratique qu'avant la guerre. Merde. On me dit toujours en français, vous comprenez? Shit en anglais. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, les élites européennes se sont dit, ah eh bien, c'est comme ça, tant pis, pas de chance. Non, non, ils ont dit, tout de suite, on a eu, la révolution a gagné en Russie, il faudra intervenir en Russie. Comme on l'a fait du temps de la Révolution française. Il faut faire la guerre contre la Russie. Les interventions des Français, des Britanniques, des Japonais, des Américains, déjà au moment de la Révolution française. Et par après, l'idée d'une guerre contre l'Union soviétique. De préférence pas nous, mais quelqu'un d'autre, Hitler. C'est lui qui le fera. En fait, la solution des nouveaux problèmes, ou pour les problèmes représentés par la nouvelle situation du point de vue de l'élite après la Première Guerre, la solution, c'était le fascisme. Parce que le fascisme, ça veut dire la fin de la démocratie. Ce surplus de démocratie qu'on a dû introduire contre notre gré après la guerre, mais qu'il faut arrêter, en fait, il faut faire reculer aussitôt que possible. Le fascisme le fera. Mussolini le fera en Italie. Hitler le fera en Allemagne. Franco le fera en Espagne. Et on devait le faire en France, mais ça n'a pas marché. On l'a fait par le biais d'une défaite en 1940, comme l'a expliqué très bien Lila Couaré. Et le fascisme allemand
la grande puissance militaire, eux, ils pourront faire la guerre contre le berceau de la révolution, la Russie, l'Union soviétique. Et c'est ce qu'il a fait. Et Hitler a fait la bêtise de faire la guerre contre nous aussi. Ça, il ne devait pas y faire. Mais le fait qu'il a fait faire la guerre contre l'Union soviétique, on l'a soutenu par de tous côtés, les élites européennes. La politique de l'apaisement, comment on dit en anglais, l'apaisement n'était pas là par peur d'Hitler. Non, c'était pour l'encourager de marcher vers l'Est. Main libre à l'Est, en France, c'est main libre à l'Est. Main libre à l'Est, c'est ça, oui. Et comme ça, il sera occupé là-bas, et il fera pour nous, il fera le plaisir de nous débarrasser de l'Union soviétique, du berceau de la Révolution. Mais là, encore une fois, ça va marcher comme ça. Et pour ça aussi, encore une fois, on a souhaité une guerre. On a eu la guerre, mais pas dans les circonstances qu'on s'était attendu. Mais il y a eu la guerre contre l'Union soviétique. Et là, encore une fois, ironie de l'histoire, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est le pays révolutionnaire, pour ainsi dire, l'Union soviétique qui a gagné contre l'Allemagne. Et cela a causé de nouveaux problèmes. Et encore une fois, juste pour en terminer, encore une fois, on a dû faire des concessions démocratiques dans la plupart des pays, après la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, on a même dû donner le droit de vote aux femmes, imaginez-vous. Imaginez-vous. Impensable. Alors, comment arrêter ça? Comment se faire? La guerre froide. Encore une fois, une guerre. La guerre froide. La guerre froide aussi était une guerre antidémocratique. On a dû faire des concessions, mais en fait, une fois la guerre froide gagnée, c'était la fin, la fin de l'État-providence. Bon, je laisse... déjà trop loin de la Première Guerre mondiale. J'ai urgemment besoin d'un verre de vin parce que je vais t'amener ça, les guerres me causent un peu soif. Je t'amène le verre de vin. Bravo. Pourquoi l'Angleterre est entrée en guerre en 14? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Qui le sait? Ah, parce qu'on parle de Fashoda. Même 15 ans plus tôt, la Grande-Bretagne et la France n'étaient pas des alliés du tout. Et la Grande-Bretagne était un grand ami de l'Allemagne. En fait, la reine est allemande. La dynastie est allemande. Et tous les Mountbatten, c'est les Battenberg. Ce sont des Allemands, tous Allemands. Alors, ils étaient, depuis Waterloo, c'était Blücher et Wellington ensemble qui ont vaincu votre petit Napoléon. Hein? Mais tout d'un coup, c'est la grande amitié entre les deux. Ah, pourquoi? Pas un amour que tout d'un coup ils ont découvert. Non, il y avait du business dans le business. Parce que les Britanniques se sont rendus compte que même l'Allemagne était devenue un concurrent dangereux. Plusieurs domaines. Par exemple, ils sont en train de construire une grande flotte qui fait concurrence à la Royal Navy, qui est la clé de notre position au monde. Le plus grand empire au monde, sans Royal Navy, pour protéger les lignes de commerce, etc., c'est impensable. Alors, quelque chose d'intéressant se produit autour de 1900. On n'en parle pas dans d'autres livres, et vous comprendrez pourquoi. Mais moi, j'en parle. Jusque 1900. Le carburant pour les bateaux, c'était quoi? On ramait plus, ça c'est le charbon. Alors, les bateaux britanniques, partout au monde, ils savaient toujours s'arrêter quelque part où ils gardaient leur charbon. Par exemple, les Falklands, les Malvinas, c'était des îles qui appartiennent à l'Argentine. Ils en avaient besoin parce qu'après avoir traversé l'Atlantique, et maintenant il faut foncer dans le Pacifique, il faut du charbon. Alors les Falklands, c'est pas pour les moutons, hein. Bah, ouais. Mais bon, peut-être, c'est ça ce qu'on préfère vous dire. Mais bon, en 1900, c'est terminé avec le charbon. Parce qu'on a découvert un nouveau carburant, le pétrole. Le pétrole. Ouh. Et on change tous les bateaux. Parce qu'avec le pétrole, on peut faire le tour du monde sans s'arrêter. On n'a plus besoin de charbon. Formidable. Et on commence à construire de nouveaux bateaux. Les Allemands aussi. Alors on commence du même niveau. C'est déjà un problème. Et le charbon pour l'Angleterre, pas de problème parce qu'il y avait beaucoup de charbon en Angleterre. Il y a en Angleterre, on dit « carry coal to Newcastle ». Il y avait à Newcastle il y avait beaucoup de charbon. Mais le pétrole en Angleterre, il n'y en a pas. C'est un problème, n'est-ce pas? Alors,
Où est-ce que les Anglais ont trouvé leur pétrole avant la Première Guerre mondiale? Personne dans les autres livres ne parle jamais de ça. Comme si ce n'était pas important du tout. Ben oui, mais je pose la question. Et la flotte française, eux aussi, ils ont construit des avions, des bateaux, n'est-ce pas? Mais alors, d'où venait le pétrole à ce moment-là? Vous ne le savez pas, je vais vous dire. Les États-Unis. Le pays qui produisait le plus le pétrole et en exportait et vendait. Rockefeller, Standard Oil, Exxon, Esso. Et est-ce que c'est une bonne affaire? Alors bon, les Britanniques vont acheter le pétrole comme les Français chez Exxon. Est-ce qu'ils sont heureux? Non, ils ne sont pas heureux. Pourquoi pas? Parce que dans le camp des impérialismes, il ne faut pas penser que l'impérialisme britannique et américain sont des amis, les anglo-saxons, non. Ce sont de grands ennemis, depuis toujours. On croit toujours que les Britanniques et les Américains, ils s'adorent, ils s'aiment tellement. Pas vrai du tout. Les Américains et les Britanniques se détestaient jusqu'en 1914. Quand la guerre a éclaté, est-ce qu'ils avaient plus de sympathie pour les Britanniques que pour les Allemands? Pour les Allemands. Pour d'autres raisons. Alors, l'idée que les Britanniques devaient acheter leur pétrole du concurrent américain, pas à la limite pour le moment, mais tout de même un concurrent, c'est impensable pour une grande puissance de dépendre d'un concurrent pour quelque chose de si important. Alors, il faut aller trouver des sources de pétrole autre part. Allons voir où il y a du pétrole. Ah! Il y a un email, un message en Iran aujourd'hui, la Perse. Bon, alors, là, les Anglais s'arrangent d'avoir le pétrole. Pas facile, parce que les Russes sont là aussi. Il faut partager. C'est comme ça que la Perse a pu rester neutre, parce qu'il y avait les deux puissances. Mais bon, c'est à ce moment-là qu'on a créé la compagnie Anglo-Persian Oil. Aujourd'hui, BP, British Petroleum. Ça vous dit quelque chose? Et Shell, entre autres. Bon. Alors, mais il y a de autres nouvelles. Il y a un pays, une région où il y a beaucoup de pétrole. Ça s'appelle la Mésopotamie. Babylone, dans le temps. Aujourd'hui, l'Irak. Oh, beaucoup de pétrole. Mossoul, oui, Mossoul. Pétrole. Ben, il nous faut le pétrole là-bas, certainement. Mais à qui est-ce que cette région-là appartient? Bah, à l'Empire ottoman. Oh, l'Empire ottoman. Ça, c'est les Turcs. Oui. Oh, ça, c'est pas de problème. Parce que chaque fois on a envie de prendre un morceau de l'Empire ottoman, on met dans la poche. Par exemple, les Français ont même pris la Tunisie. C'était parti de l'Empire ottoman. Et les Ottomans n'ont rien fait. Et nous, on a pris les Britanniques, l'Égypte, oui. Et en 1912, les Italiens ont pris la Libye. Oui. Et Chypre. Oui. Chaque fois qu'on a envie de prendre un morceau, on le prend. Alors on va prendre la Mésopotamie. Ah, aucun problème. Qu'est-ce qu'il faut en faire, ces pauvres Ottomans, contre l'armée britannique? Attention, pas si facile que ça. Les Ottomans ont un allié depuis quelque temps. Ah, qui ça? L'Allemagne. Kaiser. L'Allemagne? Ah oui. Et qu'est-ce qu'ils foutent ensemble? Eh bien, ils sont en train de construire un chemin de fer. Ah, de Berlin à Bagdad. De Berlin à Bagdad. Mon Dieu, quel projet! Et c'est pour le tourisme? Pour permettre aux archéologues d'aller... Non, c'est ça. Bagdad, Mossoul, le pétrole, je vois déjà le pétrole par le chemin de fer jusqu'à Berlin et à Hambourg et à Kiel pour ravitailler la flotte allemande, notre grande concurrente. Ah, scheisse, merde, shit, on ne peut pas permettre ça. Ça, c'est la fin du monde. C'est la fin de l'Empire. Il faut absolument empêcher ça. Il nous faut. Alors, mais ça veut dire la guerre contre l'Allemagne. Eh bien, oui. Mais la guerre contre l'Allemagne, on a une grande armée. Ah oui, et nous n'avons pas de grande... Oui, on a une grande armée aussi, mais on a besoin de cette grande armée pour garder le contrôle de l'Inde et pour envahir la Mésopotamie. Mais pas pour se battre contre l'Allemagne. Ah, et dans ce cas-là, comment on va se battre contre l'Allemagne? Les Russes. On a besoin de quelques pays qui ont une grande armée et qui détestent l'Allemagne. C'est les Français, Ah oui. et les Russes, et les oui, Russes, voilà. mais on déteste les Français, ça ne veut rien dire. Voilà. Alors on devient l'ami. Voilà. C'est dans ce contexte-là que la France est devenue l'allié des Britanniques. Et pour l'Allemagne, pour les Français, c'était bien aussi, parce qu'avoir un autre allié,
Ils ne comptaient pas sur les Britanniques. Parce que les Britanniques, c'était clair, allaient envoyer une petite armée symbolique pour assister les Français. Tout le monde s'est convaincu qu'entre les Français et les Russes, ils pouvaient s'occuper de l'armée allemande en Europe et gagner. Et entre-temps, nous, la plupart de l'armée britannique était stationnée en Inde. Et où est-ce qu'ils sont arrivés le premier jour de la guerre? Devant Basra. Et où ils étaient à la fin de la guerre? À Bagdad, et à Damas, et à Jérusalem, dans le Moyen-Orient. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ben, ils sont préparés des sources de pétrole. Ah oui. Mais, alors, pour faire cette alliance avec les Français, ils ont donc dit aux Français, est-ce que devenons amis, devenons alliés. On s'aime, maintenant on s'aime. On ne savait pas, mais maintenant, je vous aime. Ah oui, oui. Eh bien, mais les Français, on vous aime aussi. Oui, oui, on vous aime aussi. Parce que, surtout si vous voulez bien nous rendre quelques services quand viendra cette guerre contre les Allemands. Nous, on s'occupera de l'affaire, t'en fais pas. Mais ce serait gentil si votre flotte protégerait nos côtes au nord, là, empêcherait les flottes allemandes d'entrer dans la Manche, etc., tu vois, parce que nous avons la moitié de notre flotte en Méditerranée. Ah oui, c'est promis. Et même tout, envoyer quelques troupes aussi. Oui, un petit armée, 100 000 hommes, oui, c'est pas beaucoup, mais bon, pourquoi pas. Ça fait une différence en 14, attention. Hein. Alors, bon, ils font ça. Et les Anglais, bon, met un accord, met l'accord entre les généraux et le gouvernement. Mais en Angleterre, le gouvernement doit annoncer au Parlement qu'il y a tout autre arrangement qu'auparavant. On est maintenant les amis et les alliés des Français avec lesquels, en cas de guerre contre l'Allemagne, on ira faire la guerre contre l'Allemagne. Qui est-ce qui va dire ça au Parlement? On n'aura jamais une majorité. Parce qu'ils croient que les Allemands sont nos amis et les Français sont nos ennemis. Comment expliquer que maintenant nous faisons des promesses aux Français que le public ne la valera jamais et la presse, impossible. Alors tu sais, on ne va rien dire. On ne va rien dire. C'est la démocratie, mais on ne va rien dire. Peut-être plus tard, quand les circonstances le permettent. Fait rien. Tout d'un coup, la guerre éclate. Il y a Londres, téléphone. C'est Paris. C'est la guerre. Alors envoyez vos soldats, maintenant c'est la guerre contre l'Allemagne. Réunion du cabinet à Londres. Ou bien on dit aux Français non. On leur a fait des promesses. Ils comptent sur votre flotte. Ils comptent sur notre petite armée. Mais qui va le dire? Comment expliquer aux gens? Un dilemme. Téléphone. C'est Bruxelles. C'est Bruxelles. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est où ça? En Belgique, ouais, c'est où ça? Ouais. Ils disent que les Allemands vont les envahir afin de marcher vers la France. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas permettre ça, et vous avez promis de les aider au cas de violation de leur neutralité, blablabla, blablabla. Mais ben, on va... Oh, attends ça! C'est parfait! C'est l'excuse qu'il nous faut pour déclarer la guerre à l'Allemagne. Et on dira que c'est pour sauver la petite... comment s'appelle la petite... Belgique. Oui, oui, c'est pour les Belges. Le sort de la Belgique ne jouait aucun rôle dans le calculus des Britanniques. Mais ils avaient besoin d'une excuse. Alors ils ont déclaré la guerre en disant que c'était pour protéger la petite Belgique. Et aujourd'hui encore, on répète ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on aime entendre à Bruxelles et à Londres au moment des commémorations il y a 2 ans, ou n'importe quand? Les mêmes mensonges, les mêmes mythes. Si on me demandait, voulez-vous venir dire quelques paroles, par exemple, au moment de la commémoration, et moi je dirais, ben, la Grande-Bretagne n'a pas fait la guerre contre l'Allemagne à cause de la Belgique, mais pour le pétrole, de la Mésopotamie, de l'Irak, ce qui jette une certaine lumière sur les circonstances d'aujourd'hui, n'est-ce pas? L'histoire d'être toujours importante aujourd'hui, bien qu'on dira, mais l'histoire, c'est pas important, c'est le passé. Alors, vous comprenez bien que ça, ce type-là, c'est horrible, ce livre-là. Il ne faut pas dire ça. Il faut croire que c'est pour sauver la Belgique. Donc, lisez le livre de Jacques Pauwels, maintenant que vous allez enfin tout comprendre. Ouais, tout comprendre. Merci. Merci. Hein. Merci beaucoup.